présenter Suzy. Suzy qui est maman aussi et qui nous fait part de son histoire, nous raconte ce qu'elle a vécu. Donc, bonjour Suzy. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir ici. Donc, on va échanger toutes les deux. Donc, dans un premier temps, ce que je te propose, eh bien, c'est de te présenter. Moi, c'est Suzy, j'ai 22 ans, depuis pas longtemps, depuis novembre. J'habite en Charente-Maritime. Je suis en couple avec mon compagnon depuis bientôt 34 ans. Ça va faire 4 ans en juin. Heu, on a un enfant, du coup, notre petit ange, qui s'appelle Maël. On ne savait pas si c'était une fille ou un garçon, du coup, on l'a prénommé Maël. Avec l'écriture féminine, ça fait rire les gens, mais on a préféré l'écriture, féminine. Voilà. Heu, j'ai 2 chats. OK. Sinon dans la vie, à l'heure actuelle, j'ai pas d'emploi, sinon j'ai toujours travaillé avec les enfants. Ça a D'accord. toujours été, mon rayon. J'ai toujours été animatrice, j'ai travaillé dans les écoles pendant 2 ans. Voilà, et j'ai aussi travaillé dans les animaux. J'ai un diplôme d'auxiliaire vétérinaire. OK, super, bah, merci. Est-ce que tu peux justement nous parler de ton histoire avec Maël? Comment ça s'est passé? Oui, on a commencé les essais, pour lui en janvier. C'était un bébé qui était très réfléchi. On a réfléchi pendant très, très longtemps avec mon compagnon, surtout lui, pour qu'il se décide. Donc c'était un bébé qui était extrêmement réfléchi, qui était très voulu. On a découvert ma grossesse en août, donc 7 mois après le début de nos essais, D'accord. En août de quelle année? 2022. 2022, d'accord. Donc c'est très récent encore, Mmh. très ravie. Moi, j'ai annoncé, au pied du lit à mon compagnon que j'étais enceinte. Il dormait, il me regardait en mode: «Hein, ça veut dire quoi? Tu es enceinte? OK, très bien», puis il s'est rendormi. C'est très marrant. Je pense que cette anecdote, on l'aura en tête toujours. Donc, on était très heureux. Moi, mon compagnon a eu du mal à se mettre dans la grossesse parce que ses parents avaient perdu un bébé également. Du coup, beh, il avait toujours cette appréhension pour lui, beh, que ça se reproduise. Donc il a eu Mmh. énormément de mal à s'attacher à cette grossesse et à se projeter. Ouais. Ce que je comprends quand tu as déjà quelqu'un dans ta famille qui a Et du perdu un vécu. enfant, c'est totalement normal que tu aies des inquiétudes, que tu aies des peurs. Donc voilà, donc on a pris, rendez-vous. Moi, j'ai tout de suite c'est très, très heureuse parce que, bah, ayant une enfance difficile, ayant élevé mes frères et sœurs, j'ai toujours rêvé d'être maman. C'est un truc que j'attendais depuis que j'étais très, très jeune, d'avoir mon propre enfant, de pouvoir construire ma famille. Donc j'ai tout de suite été chercher des compléments alimentaires en me disant: «Faut que je fasse attention, que je mange bien, que je bouge, que je fasse des activités». Enfin vraiment, j'étais à fond dans mon rôle de maman tout de suite. Du coup, j'ai pris rendez-vous pour la première échographie le 9 septembre 2022. Donc, nous, ce jour-là, tout heureux, on mange au restaurant, on se dit: «Ça y est, on va avoir notre bébé, on va le découvrir, on va voir si tout va bien, s'il est en bonne santé». On réfléchissait comment l'annoncer à nos proches après, parce que du coup, on l'avait pas encore annoncé, on voulait être sûr que tout Mmh. aille bien avant de leur annoncer. Donc on réfléchissait comment on allait faire ça, comment ils allaient réagir. On était très pressés. Du coup, on se rend à cet écho, tout joyeux. Moi, ayant toujours été passionnée par les enfants, et si j'aurais eu une enfance correcte, je pense que je serais devenue sage-femme. Je m'y connaissais énormément en grossesse, donc je savais comment se déroulaient les premiers échos, à quoi c'était censé ressembler. Enfin voilà. Donc on arrive au rendez-vous avec mon gynécologue, qui est un des gynécologues adorables, dont je sais comment il réagit quand il y a quelque chose qui va et quelque chose qui ne va pas. Mmh. On commence l'écho et tout de suite, je me dis: «Bah, c'est bizarre, je vois pas ce qu'on est censé voir. Je vois plein de choses, mais pas de bébé. On voit une poche, mais il Mmh. y a pas de bébé. On voit plein de sortes d'œufs, mais il y a pas d'embryon, normal», Mmh. donc il continue à regarder. Mon compagnon comprend tout de suite aussi qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, donc il se met à pleurer. Moi, je me dis: «Bah, attends, on sait jamais, peut-être qu'il est caché, peut-être qu'on sait pas. T'enflamme pas encore, on sait pas. Même si pour l'instant tu vois pas, peut-être que tu pas médecin non plus». Donc le gynécologue continue, on voit sa tête, que plus ça va, plus sa tête s'assombrit. Donc tu te dis: «Mais quand même, tu pas médecin, mais tu pas bête non plus. Tu vois bien que là, il y a quelque chose qui va pas». Donc le médecin, repose, sa machine et me dit: «Bon, hem, il y a un souci». Ouais. «Oui, d'accord, il y a un souci, comment ça?» «Hem, faudrait que je vous fasse une écho, intravaginale pour, que je voie vraiment ce qu'il en est, et puis je vous expliquerai après». Donc moi, je me dis: «D'accord, très bien». De base, j'ai beaucoup de soucis avec tout ce qui est gynécologue, parce que j'ai eu des problèmes enfants, donc c'était très dur. Mais là, moi, c'était pour mon bébé, donc j'étais prête à tout. Je lui dis: «Bah, oui, oui, il y a pas de souci, allez-y, faites-la». Mmh. Il fait: «D'accord». Il me dit: «Bon, bah, d'accord. Vous faites ce qu'on appelle une grossesse molaire». Oui.
OK, d'accord, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il me fait: «Bah, en fait, les cellules, masculines de votre compagnon se sont trop divisées et donc il y a une grossesse, certes, mais il y a pas d'embryon. Il y a pas de bébé là. En fait, c'est plein de cellules cancéreuses, mais il y a pas de bébé. Il y a tout, mais pas de bébé». Mmh. D'accord, OK, mais comment ça, il y a pas de bébé? Oui. Enfin, j'ai un test positif, j'ai un test de grossesse qui est positif, j'ai tous les symptômes d'une grossesse, j'ai un taux de bêta-HCG qui est élevé. Bah Comment oui. ça, il y a pas de bébé? Il me fait: «Bah, en fait, le grossesse molaire, c'est une grossesse, donc vous allez avoir les symptômes, il va avoir un taux de bêta-HCG qui va justement être trop élevé par rapport OK. à ce qu'il est censé être». Mais soit moi, c'était une grossesse molaire complète, donc vraiment sans embryon, et il y a la grossesse molaire partielle aussi où il y a un embryon, mais moi, il y avait pas d'embryon sur l'échographie. Donc il m'explique, il me dit: «Voilà, il y a pas d'embryon, ça c'est les cellules se sont trop divisées». Donc mon compagnon commence à paniquer en me disant: «C'est de sa faute». Il lui explique: «Non, de base, ni votre spermatozoïde, ni l'ovule de madame était malade, tout allait bien, c'est Bah oui. juste». Moi, comme je dis à mon compagnon, c'est juste que le spermatozoïde, il a cru que c'était la boîte de nuit et il s'est dit: «Allez, allez, on y va, on y va, on y va, on y va». Mmh. Mais il a pas su s'arrêter. Donc il me dit: «Beh voilà, il va falloir faire un curetage, que ça aille en laboratoire et qu'on analyse». Donc déjà, moi, j'ai du mal à assumer, enfin, à ce qu'ils me disent qu'il n'y a pas d'embryon, qu'en fait, Bah en moi, bien sûr. il y a pas de bébé. Mmh. Donc déjà, c'est très compliqué. Puis il me dit, il va falloir faire un curetage. Je fais d'accord, très bien, je vais vous amener voir le chirurgien qui est de garde, qui va vous expliquer comment ça va dérouler et tout. Et moi, je me dis, bah, ça va pas être tout de suite maintenant. Et Donc c'était dans la foulée? voilà, et il m'amène voir le gynécologue. Moi, je me dis, il va juste me prescrire un rendez-vous dans quelques Oui, jours, pour j'aurai faire le le temps curetage. d'assimiler tout ça. Mmh. Et et du coup, il m'amène voir le gynécologue, on me met dans une chambre et du coup, avec mon chéri, on panique, on comprend pas. Déjà, nous, comment ça? Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bah oui, Puis c'était pas évident. il nous dit: «Oui, il y a des cellules cancéreuses, donc comment ça, je peux attraper un cancer? Qu'est-ce Mmh. que ça veut dire?» Et du coup, on me met dans une chambre et d'un seul coup, l'infirmière vient me mettre une perfusion et me mettre un bracelet d'hospitalisation. D'accord. Donc moi, je lui dis: «Vous me mettez un bracelet pourquoi?» «Ah, mais parce que vous allez au bloc dans 1 heure et demie, 2 heures». D'accord, et donc ils t'ont pas prévenu en fait, qu'ils allaient, faire le curetage dans la foulée? Dans la foulée. Mmh. Donc moi déjà j'apprends que j'ai pas de bébé, que je risque d'attraper un cancer. On me dit que je vais être opérée tout de suite, donc c'était la panique totale. D'accord, très bien. Enfin de base, on m'a même pas dit que j'allais attraper d'un cancer. C'est sur la table d'opération qu'on m'a expliqué pourquoi s'en allait si vite. Ah d'accord. Donc moi je me prépare, la panique totale, je me dis: «D'accord, très bien, bon, bah, de toute façon je crois que j'ai pas trop le choix vu comment tout va vite. Si ça va vite, c'est qu'il doit y avoir une raison, c'est que ça doit être grave». Mmh mh. Du coup, l'anesthésiste vient me voir et me dit: «Ça va être sous anesthésie générale». Je me dis: «Tant mieux, je ne comprendrai pas ce qui se passe, je ne vivrai pas ce qui se passe, tant mieux». Puis il me demande: «Est-ce que vous avez mangé?» Je lui dis: «Oui, en arrivant, j'ai pris une salade de fruits». Il me fait: «Beh, du coup, ça sera sous anesthésie locale. Fallait pas manger avant. Vous aurez pas dû manger avant». Je lui dis: «Bah, excusez-moi, mais moi, j'étais pas censée venir pour me faire opérer de base. Je devais juste venir voir mon bébé et j'étais pas censée me faire opérer, en fait». Je lui fais: «Mais c'est obligé d'être anesthésie locale?» Il me fait: «Sauf si vous avez vraiment mal, on fera sous anesthésie générale». OK, D'accord. donc je panique encore plus parce que je me dis: «Beh, je vais tout vivre, je vais tout sentir, j'ai pas envie de vivre ça, en fait, je veux pas sentir, je ne veux pas». Puis entendre aussi. C'est ça, tu entends tout, tu sens, enfin, même si tu as pas mal, enfin, tu sens. Mmh. Donc il me dit ça, moi je panique encore plus en mode: «Mais mon Dieu, mais pourquoi on est venu, en fait? Mais on est en cauchemar, c'est pas possible, ça va s'arrêter, je vais me réveiller, tout ira bien, mon bébé sera là, tout ira Bah normal», oui. sauf que tu te Mmh. rends vite compte que c'est pas un cauchemar, en fait. Donc on vient me chercher pour le bloc. Je demande à mon compagnon, parce que du coup, il m'a dit que j'allais rester hospitalisée au moins une nuit, d'aller chercher mes affaires à la maison, mon doudou, quelques vêtements, pour que je passe la nuit. On m'amène au bloc, du coup, il y a plein de monde qui se précipite autour de moi, les infirmières, tout ça. Donc moi qui ne supporte pas le monde et Ouais. l'afflux de monde, j'étais encore plus en stress. Je dis aux infirmières, je dis: «Je suis désolée, mais je vais pleurer à un moment. Je suis désolée si je pleure, mais ça va arriver». Elles me disent: «Non, mais si vous voulez pleurer, vous pleurez, il y a pas de souci». Donc l'anesthésiste vient, on me pose une péridurale, qui a été un enfer pour moi parce que, beh, du coup, vu que j'étais tendue, bah, ça a fait super mal. D'accord. On attend, la péridurale ne fait pas du tout effet. Mmh mh. Donc le médecin me dit: «Bah, je vais commencer, si ça vous fait mal, vous me le dites». Donc je lui dis: «Ça me fait mal». Il attend encore 5 minutes, je lui redis: «Ça me fait mal». Donc là, ils appellent l'anesthésiste et je lui dis: «Moi, je veux une anesthésie générale. Tant pis s'il y a des risques, je m'en fiche, mais moi, je veux une anesthésie générale». Du coup, ils me font l'anesthésie générale. Je crois que je sors du bloc 1 heure après, à peu près. Je me réveille en salle de réveil.
dont moi, je me réveille en mode tant mieux, t'as rien ressenti. Mais dans ma tête, c'était encore très abstrait qu'il n'y avait plus mon bébé Ah oui, bien sûr, c'était dans tellement mon rapide. ventre. Mmh. Du coup, on me ramène en salle de réveil. Mon chéri arrive et là, la famille, elle regarde et il fait: «Mais monsieur, vous pouvez pas rester cette nuit à cause du Covid». Ah, c'était en période Covid. Mmh. Bah, il y avait plus le Covid, mais en fait, dans l'hôpital, même à l'heure actuelle, ils ont pas le droit de rester, en fait. D'accord, OK. Donc je regarde, je fais: «Comment ça, il a pas le droit de rester? Enfin, moi, je vais pas me retrouver toute seule la nuit, je viens de perdre mon bébé, vous allez pas me laisser toute seule, comme ça, en fait». Donc mon compagnon part, je me retrouve toute seule dans cette chambre d'hôpital, Mmh. voilà, où, et je crois que c'était le pire, ça a vraiment été très dur pour moi, c'est qu'en fait, c'était sur le palier de la maternité. Oui, Donc j'entendais les bébés à côté oui, oui. pleurer. Ouais, c'est vrai que ça, c'est compliqué. Mmh. Et en fait, on me dit, du coup, j'appelle l'infirmière parce que moi, je me mets à pleurer. Du coup, l'hôpital, enfin, les personnels étaient vraiment extrêmement gentils sur ça. Je vois certaines femmes qui ont vraiment des personnels vraiment pas compréhensifs. Moi, ils ont vraiment été très compréhensifs. Et je lui dis, j'entends les bébés pleurer. Ils me font, bah, pourtant, c'est bizarre parce qu'on les met assez loin. Le lendemain, j'ai découvert qu'il y avait un bébé, la chambre d'à côté de la mienne. Mmh. Mmh. Bref, et je pense que c'est lui que j'ai dû entendre pleurer. Mais voilà, du coup, je ne dors pas de la nuit. Les infirmiers et les infirmières viennent voir toutes les heures s'il n'y a pas de saignement, s'il n'y a rien. Dont j'ai pleuré une fois la nuit. Après, ben, j'ai été sur les jeux, à regarder des films dehors en me disant, bah, au moins, ça enlèvera mon esprit de ce Ah qui se oui? passe. Enfin, vraiment, dans le déni, à essayer de m'enfermer dans un monde à moi où Mmh. il n'y a rien, en fait. Le lendemain matin, le gynécologue vient me voir. Il me dit, bah, je viens me voir pour comment savoir comment vous allez. Et moi, la question bête, je lui dis, comment ça, comment je vais physiquement ou comment je vais mentalement, là, clairement. Enfin, je pense que sur le coup, je l'ai un peu envoyé bouler, mais j'étais en mode, mais comment ça, comment je vais. Oui. Du coup, il me dit, non, mais mentalement. Je lui dis, mais voilà, on a beau me dire que moi, j'ai pas de bébé. Pour moi, j'ai un bébé. Il était peut-être pas là physiquement, mais il était là psychologiquement. On s'était projeté. Moi, Bien j'avais sûr. déjà acheté ses affaires. Enfin, j'avais commencé à acheter ses affaires. On avait réfléchi au prénom. Enfin, voilà, on l'avait imaginé, ce Oui, bébé. et oui. Mmh. Et il me dit, mais c'est fou parce qu'en fait, on ne devient pas parent quand l'enfant naît, on devient parent quand on découvre la grossesse. Donc, qu'il y ait un enfant ou pas d'enfant, on est parent, peu importe. Ouais. Et du coup, il me dit que je peux sortir de l'hôpital. J'essaie d'appeler mon compagnon qui ne répond pas et qui arrivera que 4 heures après. Voilà, donc moi j'attends. Donc plus j'attends, plus je m'énerve, plus je m'agace et plus je pense à tout ce qui se passe et plus Mmh. ça me travaille et puis voilà. Mon compagnon finit par arriver et j'étais censée rentrer chez moi pour me reposer, sauf que je ne voulais pas rentrer chez moi. Il y avait encore les compléments alimentaires qui traînaient, il y avait enfin tout ce qui avait besoin d'une femme enceinte dans une maison, quoi. Et du coup, on est parti, on est sorti, on a été manger au restaurant, on a été voir un feu d'artifice, on a été s'enfermer dans un bar pour picoler, clairement, autant dire les mots comme ils sont, hein. Et au bout d'un moment, il faut bien rentrer, hein. On rentre, je me dis, bah, je vais directement aller me coucher, je ne veux même pas voir. Et en fait, en rentrant sur la colère, je me suis dit, en fait, il faut que j'enlève tout maintenant. Sinon, en fait, je crois que je vais devenir folle. Donc, tout de suite, je vais tout enlever, mais vraiment dans un élan de colère. Et j'ai tout enlevé, tout sauf sa couette. Le tout premier truc que j'avais acheté pour Maëlle, c'était une petite couette pour bébé D'accord. qui est dans mon lit, qui dort toutes les nuits avec moi, qui ne me quitte jamais. Et elle, j'ai pas pu la ranger. Je me suis dit, il faut que je la garde. Enfin, c'est bête, mais pour nous, c'est un objet de transfert. Enfin, on parle à Maëlle en parlant à la couette. On fait des câlins à Maëlle, à sa couette. Enfin, pour nous, c'est vraiment l'âme de Maëlle est dedans, en fait. Oui, oui, tout à fait. C'est le fait d'avoir un objet qui le représente, bah, vraiment physiquement dans ton espace de vie, en fait, et c'est C'est normal. ça. Mmh. Donc, il a une petite étagère également dans notre chambre. On voulait vraiment que ça soit. De base, en fait, on était dans une autre chambre, mais on s'est dit le jour où on a notre enfant, on ne veut pas qu'il dorme dans la chambre qui était censée être la chambre de Maëlle. On ne veut pas que son lieu de vie soit la chambre qui était censée être la chambre de Maëlle. Du coup, on a changé de chambre et on a été dans la chambre qui était censée être la chambre de Maëlle. Parce D'accord. qu'on voulait vraiment que ça soit sa chambre ou notre chambre, mais pas la chambre d'un autre enfant. Ça lui appartenait à lui. Et du coup, il a une étagère avec des peluches parce qu'on fait, en fait, on lui offre des cadeaux pour ses anniversaires et pour Noël. Pour nous, c'est important. Enfin, il est là et c'est important qu'il soit comme une personne lambda présente, en Bien sûr. fait. Mmh. Voilà, du coup, j'ai sauf cette couette. Donc, ça a été plusieurs jours très, très, très compliqués où le médecin était très compréhensif. Il m'a mis en arrêt un mois. Mais en soi, je ne savais pas, mais en fait, je suis suivie par la mission locale et en fait, du coup, j'ai un contrat où il faut que je fasse des stages, où il faut que je fasse des activités, sauf que moi, je voulais voir personne, c'était pas possible, du coup, il m'a mis en arrêt un mois. Donc, ça a été, je pense, le mois le plus dur de ma vie parce que mon compagnon était au travail et je me sentais extrêmement seule, en fait.
J'avais personne à qui réellement en parler. Je savais pas, parce que j'ai pas énormément d'amis et puis c'est pas forcément des amis à qui j'ai envie de raconter ma vie. Enfin, c'est pas des vrais amis, donc ça m'intéressait pas de leur raconter ma vie. Donc je me suis retrouvée très, très seule, à désespérer dans ma chambre. Vraiment, je crois que j'en ai limite fait une dépression, en fait. Voilà et en plus, pendant 6 mois, on a un suivi après cette maladie. Donc toutes les semaines, j'étais obligée de retourner à l'hôpital, faire des prises de sang, Oui. jusqu'à la négativité du bêta-HCG et après, c'est 1 fois par mois. Et pour te dire à quel point j'aime pas aller à l'hôpital, c'est qu'en fait, les 1 fois par mois, j'en ai fait, moi, mon taux était positif en octobre, j'ai fait une prise de sang en janvier, alors que j'aurais dû faire novembre, décembre, Mhm. voilà. Et j'en referai une en mars parce que j'ai pas envie d'aller à l'hôpital tous les jours, enfin tous les mois, ça me demande tellement d'énergie psychologique, en fait, de retourner, et puis tout le temps de me dire, bah, je fais une prise de sang pour ça, pour ça, pour ça Mhm. que j'ai pas envie parce que c'est tout le temps. En fait, j'ai l'impression que ça me ramène tout le temps à tout ça en fait. Ouais, ouais, Donc là, il reste qu'un mois et demi. Je me dis après c'est fini. d'accord. Et Après, tu as plus d'examen, c'est fini. non, ben, juste pour les prochaines grossesses, il y a 2, 3 examens, mais c'est pas, j'allais me dire après Ah oui, pour vérifier. voilà. Mais après sinon c'est fini enfin. Mais voilà. Ça a été très compliqué pour moi j'ai plus ma famille, mais pour la famille de mon compagnon, cette nouvelle a été très compliquée. Oui. Et voilà. Je crois que j'ai fait assez le tour. Bah, merci de nous avoir partagé votre histoire avec Maëlle. Et, et comment tu te sens là justement par rapport à... Là, ça va faire février, donc ça fait quoi 10 mois? 7 mois Ouais, presque. 7 mois. Oui. Comment tu te sens par rapport à là, en ce moment? Ben, on approche, bah, du moment où il aurait dû naître. Oui. Il aurait dû naître, début avril, donc on arrive sur mars, donc il aurait très bien pu arriver en mars, donc c'est vrai qu'il y a eu une période où j'allais «mieux» entre guillemets, comme on dit. Il y a des jours avec des hauts et des jours avec des bas, donc il y a des jours où ça allait très bien et des jours où ça allait pas du tout. Mais du coup, là, on se rapproche petit à petit, bah, de la période et puis moi, je suivais d'autres femmes qui avaient, approximativement les mêmes termes que moi, donc je vois qu'elles préparent les affaires et tout. Donc j'essaie d'éviter au maximum les réseaux et beh, du coup, moi, ça me rappelle que, bah, qu'il aurait dû arriver, Mmh. nous aussi, à ce moment-là et c'est pas facile parce que tu te dis: «Mais pourquoi eux, ils ont le droit et pas nous, en fait?» Si tu te poses la question, tu te dis: «Pourquoi eux, ils ont le Pourquoi droit?» moi? Mmh mh. Puis tu vois les familles qui, n'avaient pas forcément envie d'enfants ou qui n'avaient pas forcément, les situations adaptées, qui arrivent à avoir leurs enfants et toi qui attendais l'enfant, qui en avait envie, qui avait tout prévu, qui savait jamais même et tu te dis: «Mais pourquoi eux, ils peuvent alors que les situations ne va pas, alors que c'est des personnes qui peuvent être dangereuses pour les enfants, alors que c'est des enfants ils ont déjà 45 000 enfants et toi, c'est ton premier enfant, tu l'attends et en fait, on te l'enlève comme ça, en fait». Mmh. Oui, oui. Et heu et moi, je le dis, des fois, j'en arrive à ressentir de la haine pour ces personnes-là. Je me dis: «Mais pourquoi, en fait? Genre, toi, tu aurais pas dû l'avoir. Moi, je l'ai enfin, c'est bête à dire parce que, oh, personne mérite de perdre son enfant, personne mérite ça. Mais tu as tellement cette haine d'avoir perdu ton enfant que tu te dis: «Mais pourquoi toi, tu y aurais le droit alors que ça va pas? Et Mmh. toi qui l'attendais, enfin, c'est pas normal, ça aurait dû être l'inverse». Ouais. Ouais, il y a une colère qui est importante, Mmh. qu'on a envie bon, indirectement, on va le mettre des fois sur les autres, mais en même temps, des fois, souvent, on le met sur soi aussi, hein, donc Oui. Oui. Puis là, et c'est pareil, on commence à parler d'un autre enfant et du coup, ouais. bah, ça te ramène toujours à des questions, bah, est-ce qu'on ne délaissera pas Maëlle ou est-ce que l'autre, on l'aimera autant qu'on aime Maëlle? Enfin, c'est plein de questions qui Bien sûr, c'est toutes les questions de la place de chacun, le lien, ce qu'on a créé, ce qu'on continue à créer, ce mmh, qui est important, pour celui d'après et les peurs, les anxiétés, enfin tout ce qui va avec, aussi, le fait de se lancer dans une autre grossesse. Donc il y a des périodes aussi, hein, qui sont, on passe par plein de cycles, par plein de périodes. mmh. Et justement, qu'est-ce qui t'aide en ce moment? Qu'est-ce qui t'aide justement, dans Bah, tes... j'essaie bah, déjà, moi, maintenant, du coup, j'ai ma voisine, en fait, j'ai découvert qui est doula. D'accord, super. Du coup, j'ai été vers elle, bah, pour parler de Maëlle, pour parler de toutes mes inquiétudes et elle m'a vraiment c'est la seule qui m'a vraiment, vraiment écoutée, donc déjà, ça m'a beaucoup aidée quand tu trouves une personne sur qui tu peux te reposer, sur qui tu peux dire les trucs sans te sentir jugée, même si c'est méchant, même enfin, elle est là, elle t'écoute et tu te sens pas jugée. Déjà, ça aide beaucoup. Puis, bah, j'essaie de me trouver des motivations, de me dire: «Bah, si je reprends le travail, ça m'occupera, donc j'aurai moins le temps de d'y penser».
C'est pareil, c'est bête à dire, mais le fait de penser à un deuxième enfant, je me dis qu'au moins ça me donne une motivation parce que Mmh. Maëlle était une très grosse motivation pour moi pour reprendre, parce que j'avais pas de travail, pour reprendre un travail. Enfin, je savais qu'il fallait que j'ai une situation stable pour bien l'accueillir, pour lui offrir tout ce qu'il avait besoin, donc ça me motivait vraiment. Et je me dis, un deuxième enfant, parce que déjà, il faut qu'on passe à autre chose. On peut pas, comme je dis à mon compagnon, on peut pas rester bloqué dans le passé, dans tout Ouais, ça. Il faut qu'on avance. Et pareil, de me dire que peu importe mes choix, Maël sera fier de moi. tout Il à fait. sera là, toujours avec moi, et il sera fier de ce que sa maman fait, de pourquoi elle le fait. Et, euh, et je pense que c'est ça, en fait, qui me motive le plus, de me dire qu'en fait, il est toujours là avec moi et qui me poussera de toute façon à aller vers mieux. Mmh. Tout à fait. Il y a ce côté aussi, te pousser, que tu as des rencontres, des signes, des choses qui fait que justement, il te montre le chemin et ça me parle beaucoup ce que tu dis justement et Mhm. au niveau justement de ce qui peut te manquer dans ton parcours. Qu'est-ce qui t'a manqué en fait durant, là, tout ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a pu te manquer? Je pense qu'en fait, je sais j'aurais pas le bon terme, mais la reconnaissance des gens. Parce Ouais. que moi, j'ai beaucoup de monde qui m'ont dit: «Beh, c'est bon, tu l'as pas senti bouger» ou «C'est bon, ben il est mort, il faut passer à autre chose» ou «Tu l'as pas vu grandir» ou «Oh bah, c'est bon, ça fait 2 mois que tu es triste, maintenant, il faut avancer» et je pense que c'est de pas enfin, que ces gens qui se rendent pas compte de la douleur que c'est et qui, en fait, rabaissent ta douleur ou te disent, bon, bah ou qui t'écoutent pas, en fait et je pense que c'est ça qui manque à nombreuses d'entre nous parce qu'on n'a pas l'impression d'être écoutées et d'être comprises dans notre douleur. Ouais. Ouais, oui, beaucoup de gens qui peuvent minimiser, et ne pas entendre ce que tu ressens en fait, hein, et c'est juste normal ce C'est que tu ça. ouais, ouais, ouais. D'accord, OK. Et et justement par rapport à cette reconnaissance, c'est vrai que c'est toujours compliqué avec, le rapport aux autres, parce qu'il y a des personnes qui vont tout à fait l'entendre et d'autres pas du tout, qui vont être complètement fermées à ce que tu as pu vivre. Est-ce qu'il y a, il y a quelque chose qui t'a, plus, on va dire, touché, il y a un moment, quelque chose qui t'a vraiment touché? Alors ça peut être Hem, quelque chose d'hyper positif, hein, comme ça peut être quelque chose de complètement compliqué. Moi, c'est ma belle-mère, parce que ma belle-mère a perdu son enfant et je m'attendais à avoir, beaucoup de compréhension de sa part Mmh mh. et en fait, pas du tout. Mmh Je me mh. suis retrouvée face à une personne, qui voulait pas en parler, très fermée, Mmh. à des dire des choses qui pouvaient être méchantes, en fait et je pense que c'est ça qui m'a le plus blessée parce que je m'attendais vraiment à avoir de la compréhension de sa part, avoir des conseils de sa part et en fait, pas du tout. Mmh. J'ai eu complètement le contraire. Ouais, et c'est ce qui est étonnant souvent quand il y a des personnes, qui vivent la même chose, et ce que j'ai pu voir, avec les différentes personnes que j'accompagne, c'est que justement, il y a ces personnes-là qui ont vécu la même chose, qui vont vouloir t'aider et amener cette compassion, cette écoute et au contraire, des personnes où ça va réactiver, la perte, réactiver la douleur et du coup, il y aura une sorte de fuite, après, ou soit complètement d'évitement, ce qui peut être compliqué si c'est une personne proche. Si c'est pas d'évitement, ça peut être des paroles blessantes, justement en minimisant ce que tu ressens, elle minimise ce qu'elle ressent. Oui, Voilà, et c'est souvent très difficile parce qu'on est dans sa douleur, on n'en a absolument rien à faire de sa douleur à elle, en fait, c'est ça, hein. C'est nous, on se sent pas bien, on a besoin d'être soutenu et on attend des autres, qui soient là. Mais après, c'est vrai que chacun a ses propres histoires, parcours. c'est ça. Mais moi, je pense que, négativement, c'est ce qui m'a fait, le plus de mal et positivement, c'est bête à dire, mais tous les petits signes que je peux recevoir de Maël, en fait, si tu les vois, il était là, tu dis: «Beh, il est là, il est présent, il m'accompagne, il a pas complètement disparu, en fait». Tout à fait, tout à fait. Et j'aime justement, parler de cette connexion spirituelle parce qu'en fait, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un lien qui se crée Mmh, et c'est ça qui est chouette, c'est d'entretenir ce lien-là. Et même quand on a des projets d'autres bébés, il y a toujours ce lien qui est présent, mais c'est ça. et ça n'empêche pas, à d'autres enfants, bien sûr, il y a de la place pour tout le monde, on va dire, dans le cœur.
Ouais, c'est ça. Puis moi, c'est toujours les mêmes signes. Enfin, c'est toujours les signes, en fait, sont ça va pas être des signes différents, mais c'est toujours sur le même thème. Par exemple, les papillons. J'ai toujours Ouais. aimé les papillons et depuis le départ de Maël, à chaque fois que je pense à lui, ça arrive très souvent qu'il y ait un papillon qui me passe devant ou que je tombe sur une vidéo de papillons et je pense que beaucoup de monde va pas croire à ça, mais depuis qu'on a perdu Maël, on a une seule lumière dans notre maison qui, quand on passe en dessous, quand on pense à lui, se met à clignoter. Eh oui, tout à fait. Et c'est beaucoup de personnes vont penser que c'est une coïncidence, mais pour moi, non, parce que je me dis, si Non. c'est une baisse de tension, pourquoi il n'y a que ça là qui clignote? Pourquoi c'est pas régulier? Pourquoi ça arrive que quand on y Tout à fait. pense, ou quand on pense ça, quand on passe en dessous? Et, et c'est, par exemple, ça faisait très longtemps que j'allais mieux, donc j'avais pas vu de petits signes. Et avant-hier, j'étais dans une journée où j'étais vraiment pas bien. Et, et en fait, je suis beaucoup sur TikTok et pourtant je regarde jamais des vidéos de papillons, jamais tout ça. Et j'ai une vidéo de mon papillon préféré qui est passée. Ah, Et ça peut paraître très bête, mais je pensais à Mel à ce bah, moment-là bien sûr. Mmh. et à cette vidéo qui est passée au même moment en fait. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, Et et c'est ça fait ça. bien. Mmh. C'est des petits signes comme ça où c'est pareil, j'étais très triste et j'avais la couette de Mel contre moi, j'étais allongée dans mon lit et en fait, il y a le drap du côté de mon compagnon dont j'étais pas du tout dessus qui s'est mis à bouger. Et en fait, ça m'a redonné le sourire parce que pour moi, c'était Maëlle qui était venue s'allonger à côté de moi, en fait. Bah oui, ouais, faire un petit coucou. C'est Mmh. magnifique, c'est super. Moi, j'adore ces signes qui font du bien, qui montrent aussi, tout l'amour, qu'on ressent pour eux et aussi, hein, qu'ils ressentent pour nous. Donc ça, c'est super chouette. Mais c'est ça, je vois avec mon compagnon qui a énormément de mal à percevoir ces signes ou qui ne fait pas attention. C'est très bête, mais hier, il a lavé la vaisselle et en fait, il y a un cœur avec la mousse qui est apparu sur la casserole. Et moi, je m'en suis rendu compte et pas lui. Et je lui dis, mon cœur, regarde la casserole. Et il n'avait pas fait attention. Je lui ai dit: «Mais il faut qu'il fasse attention parce qu'il y a plein de choses comme ça qui lui arrivent autour de lui, mais vraiment à lui Oui et et mais il mmh, n'y fait pas attention, en fait» et je lui dis: «Mais c'est fort possible que ça soit Maël qui te montre qu'il est là» mmh, et du coup, lui, il a l'impression que, que voilà, Maël lui en veut, qu'il se met des choses en tête et je lui dis: «Mais c'est juste qu'en fait, tu es pas ouvert et tu captes pas ces signes, en ouais, fait». ouais. Ah, après ça prend du temps et aussi, bah, c'est des fois, il y a une forme de culpabilité, hein, par rapport au papa. Puis là, le fait que ça soit une grossesse molaire, du coup, il y a cette histoire, hein, qui fait Et qu'il il culpabilise beaucoup, pour lui, c'est de sa faute, en fait. mmh, Enfin, le médecin, il y a quelques jours, a dit que ça aurait pu se transformer en cancer plus grave. Et ça l'a mis dans un état mais catastrophique. Pour lui, ah bien sûr, il aurait pu me tuer, en fait. Et je lui dis, mais c'est pas de ta faute. De base, tout allait bien. Et tu tout n'as à pas fait. donné quelque chose de malade. Mais c'est très, très dur pour lui. Depuis, il s'en veut de ne pas avoir pu se profiter de Mel quand il était dans mon ventre. Parce que du coup, il avait du mal à être là. Et du coup, ça lui tourne. Et je pense qu'il se met des barrières, en fait. Ouais. Après, chacun avance à son rythme, et tu verras qu'au fur et à mesure, plus vous en parlez, plus ça va aider justement à qu'il avance, aussi dans son chemin d'acceptation de tout ça. Mm. Est-ce que, tu voudrais nous partager un message que tu souhaiterais transmettre, aux parents? Ben, je pense qu'il faut, déjà, pour ceux qui ont la chance, d'avoir un bébé qui naît, Mmh qu'il mh. soit, vivant ou déjà décédé ou qui décède plus tard, c'est important d'essayer d'avoir le plus de souvenirs possible. Parce que nous, c'est quelque chose qui est très dur pour nous, c'est que le seul souvenir qu'on a, c'est une photo et le test de grossesse. Et du coup, on a l'impression qu'en fait, il n'existe pas et on n'a pas grand-chose auquel se rattacher. Et vraiment, même si c'est dur de prendre des photos de l'enfant ou de faire ses empreintes, histoire d'avoir des souvenirs, parce que peut-être que ça sera dur sur le moment donné, mais plus tard, ils seront heureux d'avoir ces souvenirs auxquels se rattacher. Et ne pas hésiter vraiment à faire des recherches pour trouver les personnes à qui en parler. Parce que c'est pareil, je parle avec beaucoup de femmes, du coup, par rapport à mon projet. Et je vois qu'il y a plein de femmes qui ont envie d'en parler, mais qui n'osent pas faire des recherches pour trouver des personnes qui seront prêtes à les écouter et qui, du coup, restent avec ce qu'elles ont à dire en eux, en fait. Mmh. Oui et bah, c'est vrai que c'est merci, hein, vraiment pour ce message parce que oui, en effet, on a besoin de souvenirs, on a besoin de choses à quoi se rattacher. Mais Là c'est ça, parce que nous, on a l'impression que la médecine, il n'existe pas. Donc quand on y va, bah, par exemple, j'avais rendez-vous chez le gynécologue, pour lui, il n'y avait pas de bébé, donc il était temps qu'on a forcé un autre parce que, bah, certes, médicalement, il y avait pas mmh, d'embryon. Mais c'est dur, tu te dis, bah, au niveau de la médecine, il n'existe pas. Toi, tu as quasiment aucun souvenir de lui. Et tu dis, en fait, à part ta pensée, il n'existe pas aux yeux du monde, en fait. mmh, ouais. Mais en même temps, il existe dans ton cœur et je pense que c'est ça qui est le plus important. Oui, je pense que c'est le principal, mais je sais que moi, si j'aurais pu avoir plus de photos ou Tout à fait. avoir plus de souvenirs, euh,
j'aurais adoré vraiment avoir plus de souvenirs de lui. Ouais, c'est normal, c'est normal et en même temps, tu peux t'en créer plein. Souvent, c'est ce que je fais avec les personnes que j'accompagne quand on rentre en connexion avec son bébé, donc voilà, sur les accompagnements et justement, on se crée d'autres souvenirs avec lui. Mmh. Donc il y a des moyens et comme tu dis, tu vois, il y a des professionnels, il y a des personnes qui sont présentes. Peut-être que les parents, les mamans, n'ont pas conscience, de tout ce qu'il y a autour, en fait, de tout ce qui est potentiellement possible d'être aidé. Et après, je vois aussi, je pense que c'est quelque chose qui met beaucoup de barrières aux gens, c'est que moi, j'ai pas une aisance financière énorme et souvent, en fait, les professionnels sont chers, en fait. Oui, Et moi, je sais que je ne pourrais pas mettre 70 € régulièrement pour parler avec un professionnel et je pense que ça aussi, ça peut bloquer, et les justement personnes parce que, oui, ils se disent, «Comment on peut faire? On a envie, mais d'un autre côté, on peut pas se permettre de mettre une telle somme, pour» et du coup, on reste enfermé. Moi, heureusement que ma voisine est doula et du coup, on s'entend très bien parce que je me dis: «Beh, sans exactement. elle, en fait, j'aurais trouvé personne à qui parler». Et c'est pour ça qu'il y a des associations qui sont là, qui sont présents pour justement accompagner aussi, lors de groupes de parole ou autres, hein. Il y a Oui, bah, elles sont après pas ça bien dépend. implantées les associations. Moi, la plus Voilà. proche de chez moi, elle est à 2h30. C'est ça. Après, ça dépend, voilà, c'est toute la difficulté, de où on se situe et à quelle distance. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de choses et je pense qu'en continuant et par le biais que tu te formes là-dedans, eh bien, c'est aussi, moyen de participer et de se rendre compte qu'il va y avoir d'autres choses qui vont se créer. C'est ça, moi, c'est pour ça que je veux m'orienter dans ce métier parce que, beh, j'ai vu qu'en fait, l'accompagnement était encore très petit, que c'était encore très tabou, dont les gens n'osent pas se lancer dans ça alors que ça peut les intéresser parce que, beh, ils disent, beh puis même ils me disent: «Comment on va trouver du monde et comment on va être vu quand» moi, par exemple, la fois, j'étais à la mission locale et j'avais eu un atelier et quand j'ai dit que je voulais devenir accompagnatrice en deuil périnatal, ils m'ont dévisagée en mode: «Mais quelle idée de faire ce métier-là?» Mmh. Et tu leur expliques, tu leur dis: «Mais en fait, c'est hyper important parce que ces parents, ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin d'être aidés à faire le deuil». Et les gens disent: «Mais c'est facile de faire le deuil». Mais déjà, tu leur expliques, tu leur dis: «Déjà, tu ne peux jamais faire le deuil de ton enfant. C'est impossible de faire le deuil de ton enfant. Tu vas apprendre à vivre avec, tu vas continuer à vivre, mais tu peux jamais faire le deuil de ton enfant». Et quand tu leur expliques ça, déjà, ils se rendent compte bah, qu'en fait, c'est pas si facile et qu'il y a besoin quand même d'un accompagnement important. Tout à fait Et et moi, je sais qu'à l'hôpital, il y a personne qui est venu me voir pour me dire si j'avais besoin de parler à quelqu'un. mmh. Et je comprends pas parce que je me dis: «Mais non, tu as envie de parler, tu parles, tu as pas envie, tu as pas envie». Mais je me dis que dans chaque hôpital, il devrait être proposé de pouvoir avoir un accompagnement avec un psychologue, Mmh. avec un sophrologue, peu importe, mais d'avoir un accompagnement, en fait. Tout à fait. Eh bien, écoute, merci de ton témoignage parce que justement, cette vidéo est aussi à destination des professionnels pour qu'il y ait des choses qui bougent aussi au niveau, Mmh. des hôpitaux. Donc pour, comprendre, justement aussi, les besoins des parents. Donc D'accord. merci De beaucoup rien. aussi, Merci beaucoup. et puis, à très bientôt. À bientôt.